Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Nandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, au dernier jour de la session du Parlement de Kinshasa, 5 députés de l'opposition ont été invalidés, parmi lesquels on peut citer notamment Félix Tshisekedi, Diomaye Ndongala et d'autres. Monsieur Mbelou, si la démarche d'invalidation en elle-même peut paraître fondée, mais c'est la manière dont cela s'est déroulé qui intrigue, hein. Comment avez-vous vu cela? La question que vous posez demande que nous puissions d'abord examiner d'autres données de notre politique actuelle. Vous savez par exemple que la commission électorale nationale dite indépendante qui a géré les élections de 2011 a été dégommée. C'est signe que ces élections-là n'avaient pas été faites selon les règles de l'art. Par le fait qu'on dégommait cette commission, ceux qui ont procédé à ce dégommage-là ont prouvé que le processus n'était pas idoine. Alors, dans ce contexte, qui peut invalider qui? Le processus est fondé sur les fraudes, les tricheries et les mensonges. Et comme ceux qui aujourd'hui se retrouvent à l'Assemblée dite nationale sont pour la plupart des gens qui ont été nommés par le pouvoir usurpateur, donc ils peuvent s'adonner à cœur joie à n'importe quelle manœuvre. Alors, la question que vous posez demande qu'on puisse réexaminer le processus électoral tel qu'il a été conduit dans notre pays en 2011. Et nous pouvons même retourner à 2006. Donc ceux qui n'avaient pas bien géré le processus électoral en 2006, on en voit certains revenir en 2011 comme pour être récompensés, alors que nous avons aujourd'hui des documents qui attestent que ce processus-là n'avait pas été bien géré. Quand vous lisez le livre auquel je vous renvoie régulièrement, le livre de Chalonana, Europe, crime et censure au Congo, les documents qui accusent, vous vous rendez compte que ce soit le processus de 2006 ou le processus de 2011, aucun n'a été réalisé selon les règles de l'art. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est simplement un règlement des comptes entre le corps qui dit être de la majorité présidentielle et les autres. Vous pouvez rester là-bas si votre tête plaît au corps dit de la majorité présidentielle. Dans le cas contraire, vous êtes dégommé. Il semble que Aubin Minakou, le président du bureau de l'Assemblée de Kinshasa, aurait reçu des coups de fil en pleine séance, hein, et pour que la procédure d'invalidation se fasse en mode express. Monsieur Mbelou, tout cela ne pose pas de questions sur les modes de fonctionnement de ce Parlement. Qu'est sa résonance du pouvoir en place? Nous ne le dirons jamais assez. Il n'y a pas de Parlement. Nous avons un assemblage, un conglomérat d'affairistes cherchant l'argent à tout prix et mettant entre parenthèses le bonheur collectif partagé. Et ce conglomérat s'arrange pour procéder de manière cavalière comme il le fait là. En principe, ce sont des procédés des gangsters, des bandits de grand chemin qui sont en train de mettre notre pays en coupe réglée. Les forces acquises au changement de Martin Fayoulou ont organisé un point de presse le 22 juin 2013 au cours duquel ils ont abordé un certain nombre de thèmes, notamment les pourparlers de Kampala, la mise en place de la nouvelle CENI, et ils ont parlé également de la corruption à l'Assemblée nationale et de l'opacité de la gestion du bureau. Monsieur Mbelou, on a l'impression que Martin Fayoulou et ses amis, malgré leur bonne volonté, ne sont pas soutenus et surtout pas assez écoutés par leurs propres amis de la fameuse opposition parlementaire. Vous donnez encore là une preuve supplémentaire du fait que ceux à qui nous avons affaire aujourd'hui, ce ne sont pas des politiciens, ce sont des affairistes. Il y a des minorités qui essayent de sortir du lot
encore faudrait-il que ces minorités approfondissent les questions face auxquelles notre pays est confronté aujourd'hui. Quand vous lisez le texte du communiqué de presse de la conférence de presse que les FAC ont donnée, vous vous rendez compte que les FAC procèdent à une analyse très sérieuse des faits internes à notre pays, mais quand les FAC en arrivent à dire par exemple que le problème c'est M. Joseph Kabila, ils oublient que pour ce qui est en train de se passer chez nous réussisse, il y a un réseau transnational de prédation qui opère et que ce monsieur qu'ils mettent sur le devant de la scène opère souvent au sein de ces réseaux comme un marionnette. Donc il y a un approfondissement auquel les FAC sont appelés, l'approfondissement des questions, mais les FAC déploient déjà un travail sérieux en essayant d'aller dans le sens de la conscientisation de nos citoyens sur certains enjeux internes de leur. En lisant leur conférence de presse, j'ai été très très agréablement surpris de voir qu'elles sont en train de s'engager dans l'éducation citoyenne, dans la rue. Espérons que la tâche ne leur sera pas compliquée, mais s'ils poursuivent sur ce point, cette lancée-là, ils peuvent apporter leur petite part au renversement du système de notre esclavagisme, au système qui sert les intérêts du capitalisme financier et du capitalisme du désastre. Oui, toujours à propos de ce point de presse, ils lui ont fait une révélation qui intrigue sur les rôles qu'aurait joué Apollinaire Malumalu. Il semble qu'il aurait été l'architecte de la fraude mise en place par Ngoï Mulunda avec sa fameuse CENI. Vous voyez, et quand ils font ça, quand les FAC font ça, elles prouvent qu'elles sont au courant de tous les coups tordus donnés contre le processus électoral dans notre pays. Et si ils ont des preuves, c'est que l'abbé Apollinaire Malumalu a utilisé les mêmes tactiques déjà en 2006. Mais maintenant, le danger qui nous guette dans tout ça, c'est de mettre trop sur le devant de la scène les exécutants, les ordres des maîtres du monde, et d'oublier que derrière les Malumalu, derrière les Ngoï Mulunda, derrière les Kabila, il y a une main qui opère et qui est beaucoup plus dangereuse que ces messieurs que nous mettons sur le devant de la scène. C'est vrai que tous, ils opèrent dans un réseau transnational de prédation, mais nous avons beaucoup plus tendance à mettre ce que nous connaissons chez nous, au pays, sur le devant de la scène, et ça risque de servir les maîtres du monde dans la mesure où ça va davantage créer des dissensions entre nous, et ce qui fait que nous risquons de passer à côté de la lutte du combat essentiel. Toujours à propos de la CENI, il n'y a toujours pas eu de passation de pouvoir entre les deux équipes. Il semble que Ngoï Mulunda ferait de la résistance et aigri de voir tout ce que lui a envoyé au Parlement de Kinshasa hier, les défenestrer aujourd'hui. Qu'est-ce que cela vous inspire-t-il, cette résistance de Ngoï Mulunda? La présidence de Ngoï Mulunda à la CENI. La résistance qu'il a à faire la passation de pouvoir avec la nouvelle équipe de... Non, ce n'est pas une résistance, il est en train de s'amuser, il veut donner de la voix en sachant que celui qui l'a mis à cette place-là fera tout pour qu'il parte sans crier gare. Ils savent comment ils vont s'arranger. Ce n'est pas une résistance, il essaye de s'amuser pour donner l'impression qu'il résiste, mais il sait, lui, de l'intérieur du système, comment ils opèrent. Peut-être qu'on sortira encore des millions pour payer les services qu'il a rendus. Rappelez-vous toutes les lettres qui ont été écrites avant qu'il ne puisse être dégommé. À propos des millions, il semble qu'il exigerait des millions pour qu'il puisse quitter son poste. D'après ce qu'on a lu dans la presse de Kinshasa.
peut-être qu'il les aura parce que, n'oubliez pas, je venais de vous le dire, nous avons affaire à un conglomérat d'affairistes qui s'enrichit sur le dos de notre pays, illicitement et frauduleusement. Donc, il crée des incidents qui va permettre à ce conglomérat de s'enrichir, même en n'étant plus aux affaires. C'est un processus que nous devrions aussi approfondir sérieusement et peut-être tenir à l'œil ces messieurs-là pour que demain, nos fils ou nos arrière-petits-enfants puissent demander des comptes leurs, parce qu'ils sont en train de piller systématiquement le pays, mais en prenant des millions et des milliards. C'est tout un système bien rodé de pillage et de prédation fondé sur un gangstérisme d'État ou de non-État, parce qu'il n'y a pas d'État au Congo. Oui, pour finir sur la CENI, la SENCO avait promis de se prononcer sur la désignation des Malo Malo à la nouvelle CENI, et jusqu'à présent, ce signal, il n'y a pas de réaction de la part de la CENI. Monsieur Mbelou, est-ce à dire que l'Église catholique s'accommode de cet état de fait, ou est-elle simplement complice du jeu de Apollinaire Malo Malo? Non, la SENCO est en session ordinaire ou extraordinaire. Je pense que c'est peut-être à la fin de cette session que nous saurons réellement comment elle aura interprété l'entêtement de M. l'abbé Apollinaire Malo Malo. Patientons encore un peu que la session prenne fin. Mais quelle devrait être selon vous la réaction de la CENI par rapport à cette situation? Par rapport à cette situation, moi je m'attends à une réaction de désaveu. Il y a déjà un ami qui connaît les évêques du sud et du nord Kivu, qui sont en session à Kinshasa, et qui leur a écrit pour dire combien cette nomination de M. l'abbé Apollinaire Malo Malo était non seulement un piège tendu à tout le pays, mais pouvait provoquer des dissensions qui ne seraient pas profitables à notre devenir commun. Une importante révision constitutionnelle s'est préparée au Congo en vue d'élever la limitation du mandat présidentiel, et les kabylistes ne s'en cachent plus, puisque Évariste Bouchab vient de publier un livre à ce sujet. Vous pensez que cela fait partie d'un plan? On voit Malo Malo, un plan qui était bien élaboré, on voit Malo Malo qui revient à la CENI, et puis Bouchab qui lance déjà les prémices de cette révision constitutionnelle à venir. C'est un plan bien élaboré. Si vous lisez mon dernier article intitulé Bitakwira, l'opposition et 2016, vous allez vous rendre compte que ce qui est en train de se passer avec la publication du livre de choses de Bouchab, ce n'est pas un hasard. Hein? Eux agissent en planifiant. Ce que les FAC devraient aussi comprendre, ce n'est pas de réagir au coup pour coup. Il est important qu'il y ait un travail de planification qui se fasse, de façon que s'ils veulent par exemple procéder à la révision constitutionnelle, que les FAC aient une réponse déjà apprêtée et qu'elles pourraient donner. Maintenant, par exemple, comme elles ont entrepris de pouvoir aller conscientiser les citoyens sur cet article qui ne doit pas de la Constitution, qui ne doit souffrir d'aucune révision, ils sont sur le bon chemin. Ils devraient poursuivre, tout en sachant que ceux qui sont au pouvoir, comme on le dit toujours, ont un adage, une devise qu'ils suivent, le chat aboie, la caravane passe. Hein? Tu vois? Et il est important qu'on puisse planifier, que les FAC puissent planifier ce qu'elles font sur le court, moyen et long terme, qu'elles n'attendent pas demain pour protester contre la révision de la Constitution. Parce que quand vous lisez le texte, certains extraits du texte de M. Évariste Bouchab, il nous révèle par exemple que les articles de la Constitution qui ne peuvent pas être revus
aurait été influencé par le comité international d'accompagnement de la transition, la communauté internationale d'accompagnement de la transition, la CIAT. Vous voyez, pourquoi avoir attendu pendant si longtemps pour venir nous révéler aujourd'hui que c'était sous l'influence de la CIAT que ces articles-là ont été mis dans notre Constitution? Vous vous rappelez qu'on a eu à débattre à un certain moment de la provenance de cette Constitution-là. Avec toutes ces petites révélations, on se rend compte que ça n'a pas été une Constitution faite par les Congolais, pour les Congolais. C'est une Constitution qui a été dictée par le maître du monde qui mène le jeu de la guerre de prédation en sous-main, dans l'ombre. Mais est-ce que vous pensez que les moments venus, quand il faudra modifier la Constitution, on voit bien la puissance de l'argent parlera et au Parlement de Kinshasa, cela passera comme une lettre à la poste et les amis des forces acquises au changement demeureront impuissants comme ils l'ont toujours été depuis le début de la session parlementaire? Oui, mais ça ne devrait pas être une affaire laissée entre les mains des amis des forces du changement, tout simplement. C'est tous les Congolais qui devraient se mobiliser pour pouvoir travailler, planifier le renversement du système. Si ce système-là ne change pas, on a beau crier, on a beau vociférer, le chien aboie et la caravane va passer. Ah, c'est là que je fais vraiment allusion à la planification parce que les actions que nous menons ne doivent pas être de la précipitation. Nous devons pouvoir y aller sur le court, moyen et long terme, tout en nous disant que ceux qui sont en face, eux ne badinent pas du tout. Ils ne badinent pas du tout. Les preuves sont là. Quelqu'un qui a été remplacé à la commission électorale pour n'avoir pas bien travaillé, revient, après avoir été expert du gouvernement, il revient et un autre écrit un livre pour vous dire il n'y a pas d'article de constitution qui ne peut pas être changé. Il vous prépare à être placé demain devant les faits accomplis. On peut mener les débats comme l'on veut, mais pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant quand on est en train de tendre vers 2016? Et nous devons mener ce débat-là tout en sachant qu'il y a en marge de ce débat un autre, celui des compatriotes qui ont toujours dit que ça ne sert à rien, ça ne servait absolument à rien de pouvoir s'engager dans un processus mené par les occupants. Hein? Le fait, petit à petit, donne raison à ces compatriotes-là. Et quand vous lisez par exemple mon dernier article, vous voyez comment, à travers un certain plan, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui avait déjà été planifié, je dirais, déjà vers les années 60. N'oublions pas que ce qui se passe aujourd'hui chez nous, c'est une vieille nouvelle bataille qui prend chaque fois une apparence nouvelle. Donc, il faut tout le temps remonter même à la division de l'Afrique en 1885, repasser par les mains coupées, voir l'assassinat de Lumumba, et pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer dans notre pays aujourd'hui. Hein, le Congo, pour les prédateurs, pour le conglomérat d'aventuriers qu'ils utilisent, devrait rester la chasse gardée de ce qu'on appelle les grandes puissances, devrait leur appartenir et ne pas appartenir aux Congolais. Très bien, toute autre chose, les Bakata Katanga se sont signalés de nouveau en opérant une attaque sur la prison centrale de Kasapa Lubumbashi dans la nuit du 22 au 23 juin de cette année. Et une ONG au Katanga qui s'appelle Justicia ASBL invite Joseph Kabila à faire une déclaration publique pour clarifier sa position sur l'insécurité pour les personnes et les biens qui se développent dans la province du Katanga. Pensez-vous que sur ces sujets, comme d'autres, Kabila sortira de son silence assourdissant? Je ne pense pas. J'ai même appris ce matin par l'entremise des amis belges qui sont au Katanga que les Bakata Katanga estiment qu'ils
pourront déclarer le Katanga comme étant une province, un pays à part le 11 juillet 2013. Il y a quelque chose qui se prépare et que nous ne pourrons jamais comprendre si nous ne revenons pas à tout moment à notre histoire. Si vous prenez par exemple le petit livre, tu prends le petit livre de Marie-France Cros, Géopolitique du Congo, tu vas lire dans ce livre-là une note qui parlait déjà en 96 de la séparation du Zaïre utile du reste du pays. Donc les initiateurs de ce projet-là n'y ont pas du tout renoncé. N'oubliez pas, je m'excuse de passer de tu à vous, n'oubliez pas surtout que il y a un projet de pouvoir constituer un nouveau pays englobant 10 entités actuelles de la sous-région des Grands Lacs, un nouveau pays qui prendrait le Katanga, qui prendrait les Kivu, qui prendrait la province orientale, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, et peut-être aussi le Kenya, et le pays qui aurait comme chef Kagame et Museveni, si pas Museveni, ce qu'on a appelé la Renaissance africaine. Vous savez lire ce que je suis en train de vous dire maintenant dans le livre de Pierre Péan, Carnage, les guerres de grande puissance, secrètes de grande puissance en Afrique. Donc, ceux qui ont mené cette guerre n'ont pas renoncé à leur désir d'implosion et de balkanisation du pays. Donc, c'est une vieille nouvelle bataille qui prend chaque fois une autre apparence, une apparence nouvelle. Elle nous est menée depuis très longtemps. Il y a un numéro de rencontre épée que je mettrai à la disposition de certains compatriotes qui traite aussi de la question de la balkanisation et qui fait allusion à certains propos tenus par M. Louis Michel allant dans le sens de la constitution de cette entité pour revoir les frontières de 1885. Dès que nous mettons notre histoire entre parenthèses, nous risquons de ne pas comprendre ce qui est en train de se passer. Très bien, toujours au Katanga, Amnesty International, dans son rapport publié le 19 juin, accuse les pouvoirs publics et les acteurs privés d'exploiter gravement les creusets artisanaux dans cette province du Katanga. Et Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de Kinshasa, a pris acte de ces rapports et il l'a jugé non fondé. Monsieur Mbelou, on est là dans du déjà entendu, les ONG accusent, Kinshasa nie, et rien ne change. Oui, mais là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. N'oubliez pas que les ONG auxquelles vous faites allusion travaillent avec les pays qui les financent. Or, les pays qui les financent aujourd'hui sont en guerre ouverte contre la Chine et la Russie en tant que puissance émergente. Quand vous voyez ce qui est en train de se passer au Brésil aujourd'hui, ne croyez pas que ce sont des faits comme ça, anodins et innocents. Heureusement que Dilma Rousseff a, elle, compris qu'elle devrait négocier avec sa population pour pouvoir mettre fin à la grogne sociale. Elle a été tellement intelligente et sage qu'elle a compris. Mais ce qui nous mène la guerre montre plusieurs coups que nous pouvons comprendre qu'en restant aussi attentifs à la guerre économico-financière qui se mène aujourd'hui entre les puissances occidentales sur le déclin, qui passent de récession en récession, qui sont en crise morale permanente, et les pays émergents tels que la Chine et la Russie. Il ne faut jamais prendre ces rapports-là comme étant des rapports innocents. Non. Ce sont des coups bien étudiés et bien orchestrés. Très bien. Le gouvernement congolais a annoncé le vendredi 21 juin à Kigali que la clause de cessation du statut des réfugiés rwandais en RDC ne sera pas appliquée au 30 juin
comme le demandait le gouvernement rwandais. C'est Radio Okapi qui nous apprend cette information. Et pour la RDC, l'application au 30 juin 2013 de cette clause qui impliquerait la perte du statut des réfugiés et des exilés rwandais en RDC serait précipitée. Sur cette question assez sensible, M. Mbelou, on a comme l'impression que le Rwanda voudrait établir ces populations de manière sensible dans les Kivu. C'est ce que vous pensez aussi? Vous savez, M. Tengando, il m'arrive de rigoler quand je vois comment l'actualité est analysée chez nous. Mais plusieurs réfugiés rwandais sont au Congo et plusieurs Rwandais sont dans les institutions congolaises. Pourquoi est-ce qu'on se focalise sur la petite partie qui est restée au Rwanda ou qui est restée au Congo? Parce que les Rwandais dirigent le Congo. On parle de quoi là? Oui, on se fie tellement aux choses qui se font officiellement au point d'oublier que l'armée congolaise est en majeure partie dirigée par les Rwandais, que les institutions congolaises importantes sont gérées par les Rwandais, que la douane, par exemple, est entre les mains des Rwandais, qu'à l'Assemblée nationale, nous avons des Rwandais qui ont une double nationalité et qui ont violé la loi instituant cette institution-là. Donc, à un certain moment, on voudrait nous faire croire que le Congo est un pays normal, qui est en train de lutter pour sauvegarder sa souveraineté et qui est en... Non, non. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de Rwandais qui vivent aujourd'hui au Congo et qui ont même infiltré et qui infiltrent au quotidien les institutions congolaises. Hein, vous avez remarqué par exemple que les pourparlers entre le gouvernement fantoche de Kinshasa et le M23 ont repris à Kampala qui fait partie du problème. C'est Kampala qui dit à ce pourparlers-là, demain ou après-demain, on vous dira que ceux qui n'ont pas encore intégré l'armée et qui font partie du M23 vont le faire. Donc nous sommes un pays infiltré en permanence, un État manqué. Voilà pourquoi nous cessons de lancer notre appel aux patriotes, aux compatriotes, et pris de l'amour de ce pays-là, de pouvoir lutter d'arrache-pied sur le court, moyen et long terme pour pouvoir renverser la vapeur et changer de système. Pour finir, les Congolais qui ont quitté leur pays par millions ces dernières années... Pardon, s'il vous plaît? J'ai dit, pour finir, les Congolais qui ont quitté leur pays par millions ces dernières années sont humiliés, méprisés et persécutés de toutes parts. Hein. C'est ce que la presse de Kinshasa a écrit. Et on le voit, l'Angola et la Belgique, par exemple, les expulsent de manière dégradante. Monsieur Mbel, vous et moi vivons à l'étranger. Est-ce que cela est bien vécu? Est-ce que c'est de gaieté de cœur qu'on quitte son pays pour vivre à l'étranger? Bon, il y en a qui le font de gaieté de cœur parce qu'ils tiennent à devenir les citoyens du monde. Ils se disent, si les autres ont des entrées partout à travers le monde, pourquoi est-ce que les Congolais ne le feraient pas? Mais il y en a qui quittent leur pays, notre pays, la mort dans l'âme. Pourquoi? Parce que ils estiment qu'ils seront coupés de l'heure et qu'ils vivront en acculturé à travers les pays du monde où ils vont vivre. Donc, et puis, il y en a qui estiment parmi nous qu'on est mieux que chez soi. Mais regardez, M. Etienne Ngandou, quand vous n'avez pas un pays respectable, personne ne peut vous respecter à travers le monde. C'est quand notre pays-là, vous savez, vers les années 70, les années 68, les années 70, même jusqu'aux années 80, les Congolais ne venaient pas s'installer en Europe. C'est quand la même Europe, avec ses alliés anglo-saxons, ont déstabilisé ce pays-là, que les Congolais ont commencé à en partir. Les Congolais venaient à l'extérieur pour les vacances et retournaient chez nous. Donc comment voulez-vous que les gens qui estiment quand même que la misère, la pauvreté sont atroces, qu'ils restent sur place et qu'ils ne puissent pas se battre pour avoir le minimum requis qui puisse les aider et aider les leurs à pouvoir survivre et tenir le coup. Non, ce n'est jamais de gaieté de cœur que plusieurs d'entre nous partent de notre pays, mais je vous dis aussi que pour être respecté, on doit pouvoir
avoir un pays respectable. Aujourd'hui, quand vous voyez comment les Chinois sont adorés à travers plusieurs pays d'Europe, vous comprenez que ce pays-là est en train de dépasser son statut de pays émergent et il est en train de devenir une très grande puissance qui dispose de beaucoup de sous, des sous qui sont gérés par l'État et l'État qui planifie certaines actions pour ses concitoyens. Donc, on peut mieux être respecté que quand on a un pays respectable. Très bien, merci beaucoup Monsieur Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien Monsieur Etienne Nandou et à la semaine prochaine.